Il était une fois notre cher continent, cet arbre magnifique de la vie qui donne la vie non seulement à l'humanité, mais à la vie en général, telle que nous la connaissons. Des envahisseurs sont arrivés sur notre cher continent il y a des siècles et ils ont commencé à perturber cet arbre de vie qu'est l'Afrique. Nous devons comprendre l'arbre, qui était l'arbre donnant la vie au monde. Nous devons comprendre ce qui a été fait à cet arbre pour le mener à ce point où nous avons une Afrique qui n'est plus le centre du monde. Lorsque nous comprenons ce qui a été fait à l'Afrique, il devient plus facile pour nous de réfléchir à des stratégies pour défaire les dégâts, la destruction qui ont frappé notre mère patrie, l'arbre de vie africain. Je pense qu'il est clair que nous comprenons que cet arbre ait des problèmes. Il s'agit soit de problèmes en surface, sur lesquels ils ont surtout voulu que nous nous concentrions, soit de problèmes souterrains, qui sont vraiment les questions essentielles, les questions pour lesquelles ils ont élaboré des stratégies, afin que l'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Permettez-moi de classifier les problèmes, les raisons pour lesquelles cet arbre de vie qu'est l'Afrique souffre. Et je vais diviser ces problèmes en deux catégories. Ceux qui concernent la partie supérieure de l'arbre, au-dessus du sol, et ceux qui concernent la partie inférieure, les racines. Trop souvent, nous nous concentrons sur les problèmes qui se trouvent au-dessus du sol, les problèmes visibles, sans prêter suffisamment attention à ceux qui affectent les racines, les causes profondes de la souffrance de cet arbre, des problèmes comme les feuilles, les fleurs, les fruits et les branches qui tombent saison après saison. Ces problèmes, comme ceux liés au leadership, à la corruption, à l'accès insuffisant aux soins de santé, à la mauvaise qualité de l'éducation, aux infrastructures défaillantes, sont tous des problèmes au-dessus du sol. Ils viennent et repartent. Nous changeons de dirigeants tous les jours en Afrique, mais dites-moi, dans quel pays africain, après avoir changé de dirigeant, les choses ont réellement changé? Nous pourrions constater quelques améliorations, mais fondamentalement, rien ne change. Tout cela était intentionnel. Là où nous manquons de compréhension de notre Afrique, c'est sur les questions profondes. Celles qui se trouvent sous la surface, celles qui prennent racine, celles qui ont été prédéterminées par ceux qui sont venus coloniser l'Afrique, ceux qui se sont installés sur notre bien-aimé continent. Rappelez-vous, lorsque les colons sont arrivés en Afrique, ils ont découvert un continent extraordinaire, regorgeant de tout ce dont le monde pourrait jamais avoir besoin, des systèmes religieux et éducatifs bien établis. Et ils se demandaient, comment pourrions-nous jamais conquérir un continent aussi extraordinaire, à moins de concevoir une stratégie qui garantirait qu'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Je le répète, à moins qu'ils ne viennent avec une stratégie assurant qu'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Pour commencer, lorsque les colonisateurs sont arrivés en Afrique, nous n'avions pas de problème lié à la couleur. Le noir et le blanc n'existaient pas dans nos langues. Nous étions africains. Les missionnaires avaient reçu des instructions précises pour convaincre les Africains que tout ce qui était africain était mauvais, tandis que tout ce qui était européen était meilleur et plus désirable. Ils ont mis en place un processus visant à nous faire détester ce qui nous appartenait et à nous pousser à adopter pleinement ce que le nouvel envahisseur apportait sur notre bien-aimé continent. Je dois leur reconnaître cela. Ils ont très bien réussi leur mission. Ils nous ont frappés là où cela faisait le plus mal, l'esprit. Les missionnaires nous ont enseigné l'existence d'anges blancs. Ils nous ont enseigné que le diable était noir. Les missionnaires eux-mêmes étaient blancs, comme les anges. Et qu'à l'Église, nous devions vénérer les anges blancs. Et surtout, rejeter le diable noir, qui, lui, nous ressemblait.
Message subliminal, communicar subliminal. C'est là que tout a commencé. La haine de soi, la méfiance envers les autres, le manque d'appréciation pour une idée venant de votre frère ou de votre sœur, parce qu'on nous a appris à détester tout ce qui nous concerne. Mes frères et sœurs, voilà le premier niveau, le tout premier niveau de la destruction de l'Africain, l'esprit. Ensuite, ils ont poursuivi avec la colonisation, une méthode systématique pour dire « Maintenant que nous avons fait croire aux Africains que tout ce qui était africain était mauvais et que tout ce qui était européen était meilleur, passons à l'étape suivante. » C'est ainsi qu'ils se sont réunis à Berlin et ont décidé de découper notre pays, ou plutôt notre continent. Ils se sont donc rencontrés à Berlin, en Allemagne, à l'invitation du chancelier allemand de l'époque, Bismarck, précisément pour élaborer cette stratégie qui, encore une fois, garantirait qu'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Ils ont passé 4 mois froids, à Berlin, en Allemagne, de novembre 1884 à février 1885. Et lorsque leur réunion a pris fin, notre Afrique avait été découpée en de petits pays minuscules, tels que nous les voyons aujourd'hui. Des pays intentionnellement divisés de manière à ce que, pris individuellement, ils ne puissent jamais survivre et soient même facilement exploitables. L'objectif principal était de s'assurer qu'ils puissent continuer à exploiter les riches ressources naturelles dont notre bien-aimé continent était doté. Une Afrique unie est une Afrique difficile à exploiter. Une Afrique qui parle d'une seule voix. C'est une Afrique résistante à l'exploitation. Voilà donc ce qu'ils ont mis en place. C'est leur stratégie de 1884, lors de la conférence de Berlin, qui a donné naissance à l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui. Des pays comme le Bénin, le Togo, la République centrafricaine, le Niger. En fait, tous les pays africains. Puis, ils se sont retournés et ont dit « Voilà, vous êtes des pays indépendants. » Bien sûr, pendant la conférence de Berlin et durant la colonisation, chacun de ces pays était contrôlé depuis ses capitales européennes, jusqu'à l'indépendance, quand les pères du panafricanisme ont commencé à se dire qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ce tableau. Nous ne pouvions plus continuer à être soumis sur notre propre continent. Ils ont donc commencé à résister. C'est ce qui nous a conduits à chercher l'indépendance, où nous avons obtenu une libération politique limitée jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont gardé et n'ont jamais laissé partir. Ce qui m'amène à la troisième question de la racine, la libération économique. Vous voyez, il faut comprendre que lorsque nous étions sous la colonisation, toutes les entreprises qui ont ruiné les économies de tous les pays africains étaient des entreprises appartenant aux colonisateurs. Si un pays était colonisé par les Britanniques, la majorité des entreprises qui contrôlaient les économies de ces pays étaient les Britanniques. Si vous étiez colonisé par les Allemands, ce sont des entreprises allemandes qui contrôlaient l'économie. Si vous étiez colonisé par les Français, ce sont des entreprises françaises, et ainsi de suite. Cela, mes frères et sœurs, ils ne l'ont jamais abandonné. Ils continuent encore aujourd'hui à contrôler les économies de leurs anciennes colonies. Revenons maintenant et résumons où nous en sommes. Les problèmes des racines qui ont perturbé notre esprit. La conférence de Berlin. Ils nous ont divisés, découpés en petites économies qui ne peuvent tout simplement pas survivre seules. Et troisièmement, au nom de la libération, ils n'ont jamais véritablement quitté notre bien-aimé continent. La libération économique a été refusée aux Africains jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez dans n'importe quel pays africain aujourd'hui, la majorité des employeurs sont des multinationales des anciennes colonies, des colonies qui ne sont jamais parties. À l'indépendance dans les années 1950 et 1960, les colonisateurs n'ont jamais quitté l'Afrique. Le troisième problème,
dans les années 1940, a été la création des institutions de Bretton Woods. Ces institutions ont été créées avec l'idée que leur succès serait basé sur les échecs des pays en développement, dont la majorité se trouve en Afrique. Ainsi, les politiques monétaires internationales ont été biaisées de telle sorte que les pays africains seraient à jamais contraints de payer des dettes. Ils n'en parleront jamais. Le pays africain moyen, tel qu'il est aujourd'hui, consacre environ un tiers de son PIB au remboursement de la dette. Comment un pays peut-il survivre dans ces conditions? Tout cela fait partie du plan. Des pays qui n'ont jamais fait défaut sur le remboursement de leurs prêts. Et pourtant, les agences de notation continuent de leur attribuer de mauvaises notes, justifiant ainsi l'octroi de prêts à des taux d'intérêt élevés. Nous devons comprendre le système financier international et comment il maintient son genou sur le cou des pays africains. Le système financier international doit être analysé et nous demandons à ceux qui y participent de donner une pause aux Africains. Nous devons diriger l'Afrique de manière équitable. C'est ce que nous devons exiger. Le quatrième problème des racines, les politiques commerciales internationales. Vous voyez, le continent possède encore 80% de ses ressources naturelles. L'Afrique est le continent où le reste du monde se tourne pour ses besoins. L'or, check. Les diamants, check. Le pétrole, check. Le cobalt, check. La liste continue. Tout est dans notre bien-aimée Afrique. Et le monde en veut. Le monde veut nos ressources naturelles. Voici le problème. En remontant à la conférence de Berlin, les politiques commerciales internationales rendent très difficile pour les pays africains d'ajouter de la valeur à nos ressources naturelles. Ainsi, comme nous le voyons aujourd'hui, la majorité des ressources naturelles qui sortent d'Afrique quittent le continent sans valeur ajoutée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi plus de 65% des fèves de cacao mondiales viennent d'Afrique de l'Ouest? Et pourtant, ce n'est que récemment, au cours des dernières années, que nous avons commencé à voir quelques usines fabriquant des tablettes de chocolat. Tout cela faisait partie du plan. C'est grâce aux politiques commerciales injustes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous recevons du café et du thé de Suisse? Avez-vous vu les vastes champs de café en Suisse? Une grande partie de cela provient de notre bien-aimé continent, de l'Afrique de l'Est. Pourquoi ne remettons-nous pas en question les grandes quantités de café et de thé qui sortent de certains pays alors qu'ils ne cultivent pas autant de café ni de thé dans leur propre pays? Pourquoi ces pays sont-ils autorisés à s'en sortir en réétiquetant les produits africains comme étant les leurs? Tout cela fait partie du plan. Les politiques commerciales mondiales ferment les yeux sur les atrocités qui se déroulent sur notre continent. C'est le cinquième problème des racines. Nous devons comprendre les politiques commerciales internationales et comment elles empêchent les Africains de créer les emplois tant nécessaires sur notre bien-aimé continent. Prenez par exemple le coltan. Si nous disions que chaque objet, chaque microprocesseur nécessitant du coltan doit être fabriqué en Afrique, cela signifie que le microprocesseur dans votre téléphone portable, votre ordinateur portable, dans nos voitures électriques, et ainsi de suite. Cela pourrait créer des millions d'emplois pour les Africains. Ainsi, nous ne pourrions plus parler de chômage pour notre jeunesse. Rien que cela. Vous êtes-vous déjà demandé si nous disions que tout ce qui nécessite du chocolat doit être fabriqué en Afrique? Savez-vous combien d'emplois nous pourrions créer? Ceux qui fabriquent du chocolat en dehors de l'Afrique, tout ce qu'ils ajoutent, ce sont de l'eau et du lait. Les gens le savent-ils? Le monde sait-il même que des villes sont construites à partir des fèves de cacao de l'Afrique?
Le monde le sait-il? Pourquoi cela est-il permis? Ce sont les politiques commerciales injustes. Je pourrais continuer indéfiniment à parler des ressources naturelles venant d'Afrique qui créent des emplois pour le reste du monde. Cela doit changer. Et nous, la diaspora africaine, devons le comprendre, l'apprécier et faire quelque chose à ce sujet. Le 6e problème. Si nous parlons tous de vouloir du changement en Afrique, de vouloir de meilleurs soins de santé, une meilleure éducation, de meilleures infrastructures, eh bien, devinez quoi? Aucun montant d'argent investi en Afrique ne nous donnera les soins de santé que nous désirons. Pourquoi? Parce que la majorité des travailleurs de la santé sont en dehors de l'Afrique. Comme je le dis souvent, il y a plus de médecins ghanéens à New York qu'au Ghana. Il y a plus de médecins nigérians à Los Angeles qu'au Nigeria. Alors, comment améliorer les soins de santé si ce ne sont pas des médecins qui sont là? Soyons réalistes, mes frères et sœurs, c'est un moment pour que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que des soins de santé de qualité émergent de nulle part. Nous devons participer. La capacité dont l'Afrique a besoin pour se développer, l'Afrique que nous voulons construire, une Afrique durable. Et c'est vous et moi, mon frère et ma sœur. La fuite des cerveaux qui a eu lieu en Afrique au cours des 400 dernières années doit être inversée. Il n'y a pas deux façons de le faire. Nous devons prendre une décision. En tant qu'enfants de l'Afrique, nous devons comprendre l'Afrique. Nous devons comprendre les problèmes qui font que cet arbre de vie qu'est l'Afrique souffre à tel point qu'il s'agit des problèmes au-dessus et en dessous de la racine de cet arbre. Permettez-moi de les résumer, car il est important que nous les comprenions. Parce que lorsque nous comprendrons pleinement ce qui se passe en Afrique, nous cesserons de courir après des objets brillants, distraits par des leurres. Pendant que les véritables problèmes se trouvent dans la direction opposée. 1. Le leadership. 2. La corruption. 3. Un accès insuffisant aux soins de santé. Un système éducatif défaillant. Une infrastructure déficiente. Des problèmes de conception au-dessus du sol. Ce sont les fleurs, les fruits, les feuilles et les branches. Si nous permettons, ou plutôt, si nous nous permettons de nous concentrer uniquement sur les problèmes au-dessus du sol et d'ignorer totalement les problèmes en dessous du sol, qui sont encore une fois liés à l'esprit, je parle ici de l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Un héritage qui nous fait croire que nous sommes inférieurs aux autres et que ce que nous faisons est inférieur à ce que font ceux des mondes occidentaux. Nous devons guérir de la maladie de l'héritage de l'esclavage et du colonialisme. Nos esprits doivent s'éveiller. Deuxièmement, la conférence de Berlin et ce que cela a signifié lorsqu'ils ont divisé l'Afrique en 10 économies. La Chine ne peut pas entrer dans le même ring de boxe que les États-Unis. Peut-elle entrer dans le même ring avec la République centrafricaine? Cela n'a tout simplement pas de sens. Tout cela faisait partie du plan. Ensuite, les colonisateurs ont jamais quitté notre Afrique. Ils continuent de contrôler les économies de tous les pays africains jusqu'à aujourd'hui. Et tant que l'Africain n'a pas le contrôle de ses propres économies, rien de ce que nous voulons faire ne nous donnera l'Afrique dont nous avons besoin, cette Afrique durable que nous souhaitons. Nous devons posséder les usines qui fabriquent nos tissus. Nous devons posséder et construire les usines qui fabriquent les briques dont nous avons besoin pour construire nos maisons. Nous devons construire nos propres usines. Nous devons construire nos propres aéroports. Nous devons construire et posséder les lignes de chemin de fer et les trains. La fabrication est la clé. Nous devons posséder les fondements de nos économies en Afrique. Tristement, les multinationales qui remontent au colonialisme n'ont jamais quitté notre bien-aimée Afrique. Problème numéro 3. Problème numéro 4. Les politiques financières internationales qui désavantagent les pays en développement, dont la majorité se trouve en Afrique.
Les politiques commerciales internationales qui sont tellement injustes envers les pays en développement. Et une fois de plus, la majorité de ces pays sont en Afrique. Et alors qu'on parle aujourd'hui, l'Afrique est le lieu où tout le monde va. Toutes les autres régions du monde se tournent vers elle pour leurs besoins. Et enfin, le phénomène de la fuite des cerveaux. Ici, mes frères et sœurs, vous devez en prendre possession. Si nous ne nous unissons pas et ne parlons pas d'une seule voix, si nous ne nous réunissons pas pour examiner de manière réaliste les problèmes qui causent la souffrance de cet arbre de vie africain, nous n'aurons personne à blâmer, sauf nous-mêmes. Ainsi, maintenant que j'ai décrit les problèmes, les causes qui ont mis cet arbre de vie africain en soins intensifs, je peux vous dire que les solutions sont simples. Une fois que nous comprenons ce qui est fait à notre arbre, une fois que nous comprenons pourquoi cet arbre de vie ne nous donne plus les fruits sucrés et juteux qu'il donnait autrefois, ce que ce moment exige, mes frères et sœurs, c'est l'unité. L'unité parmi les Noirs. L'unité d'objectifs. Si nous ne nous unissons pas en tant que peuple noir, nous continuerons d'être la race la plus méprisée sur Terre. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de trop insister là-dessus. La question que je vous pose est, êtes-vous satisfait de la situation des Noirs aujourd'hui sur Terre? Êtes-vous satisfait du monde tel qu'il est aujourd'hui? Êtes-vous heureux de vivre dans ce monde tel qu'il est pour vos enfants, vos petits-enfants et les générations à venir? J'espère que la réponse est non. Dans 20 ans, vos enfants et petits-enfants viendront vous demander, « Grand-père, grand-mère, il y avait des problèmes avec notre bien-aimée Afrique. Il y avait des problèmes avec notre race, nous, les peuples noirs. Qu'avez-vous fait, grand-mère? Qu'as-tu fait, grand-père? » Pour pouvoir répondre à cette question, ce voyage commence maintenant. Mon espoir est qu'en 20 ans, vous puissiez dire à vos petites filles, petits-fils, « Asseyez-vous. Voici les problèmes de notre bien-aimée Afrique. Voici les problèmes de notre peuple noir. Avec mes frères et sœurs, nous nous sommes unis. Nous avons mis nos ressources financières ensemble. Et voici ce que nous avons accompli. Bien que la mission ne soit pas encore terminée, voici où nous en étions lorsque nous avons laissé cette tâche. Voici ce que vous, ensemble avec vos frères et sœurs, devez faire. Vous rassembler et reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Mais nous devons également leur garantir 2 choses. Premièrement, ils auront toujours nos épaules sur lesquelles se tenir. Et deuxièmement, nous serons toujours là pour les soutenir. Le chemin pour pouvoir répondre à cette question à nos enfants et petits-enfants commence aujourd'hui. Il est important que nous parlions d'une seule voix. La règle du diviser pour mieux régner a triomphé parmi nous depuis bien trop longtemps. La question d'une Afrique divisée, la question d'un peuple d'origine africaine, divisé à travers le monde, est un problème que nous, et nous seuls, pouvons résoudre et prendre en main. Naturellement, il serait illusoire d'attendre de ceux qui ont cherché à nous diviser qu'ils fassent quoi que ce soit pour y remédier. Tant que nous ne participerons pas à la construction d'une Afrique durable, celle-ci ne sera jamais bâtie par ceux qui ont cherché à exploiter le continent. Ils ont construit une Afrique qui leur était utile, mais cette Afrique-là n'a jamais fonctionné pour nous. Il nous revient donc de bâtir l'Afrique que nous voulons. Une fois unis, la prochaine étape est celle des ressources financières. Nous ne sommes en aucun cas un peuple pauvre, loin de là. Comment pensez-vous que les Juifs sont devenus aussi puissants après l'Holocauste? Ils se sont unis. Ils ont compris que leur survie dépendait de leur solidarité, non seulement physique, mais aussi financière. Ils ont mis leurs ressources en commun et ont construit une communauté juive forte et influente. Nous avons des exemples tout autour de nous. Regardez les voix de la diaspora chinoise, fortes et claires. Les voix des diasporas indiennes, irlandaises, germano-américaines, italo-américaines, toutes retentissent avec force. Mais lorsqu'il s'agit de la voix de la diaspora africaine,
C'est comme si elle était inexistante, comme si elle reposait dans un cimetière. Nous sommes absents. Nous attendons que quelqu'un vienne résoudre nos problèmes, car nous avons été programmés pour penser ainsi. Des exemples, nous en voyons tous les jours. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas l'énergie de les reconnaître. Nous aussi, nous pouvons y parvenir. Nous souffrons de la maladie qu'est l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Nous sommes en soins intensifs. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Nous devons nous guérir de cette maladie. Tant que nous ne le ferons pas, notre capacité à nous aider nous-mêmes sera toujours limitée. Et cela signifie que nous devons tous comprendre notre histoire et le chemin que nous avons parcouru. C'est pourquoi j'ai écrit un livre intitulé Africa Sent 1, The Wake Up Call. Je suis profondément convaincu que la plupart d'entre nous sont encore endormis, plongés dans un profond sommeil. Nous continuons à commettre certaines des erreurs les plus absurdes en tant que peuple noir. Dis-moi pourquoi je suis ignoré au restaurant à cause de la couleur de ma peau, par quelqu'un qui ressemble à ma propre fille, à mon propre fils. Dis-moi pourquoi j'ai plus de chances d'obtenir un contrat en Afrique si j'ai un homme blanc comme partenaire. Si j'ai un homme blanc assis à côté de moi lors d'un entretien, à quel point est-ce insensé? Dis-moi pourquoi. Un homme noir va faire faillite dans un quartier noir dès qu'un Chinois s'y installe. Parce que nous, les Noirs, commencerons à fréquenter le magasin du Chinois. Maintenant, retournons la situation. Si un homme noir va dans le Chinatown, tout d'abord, il est chanceux de décrocher une licence pour ouvrir un magasin à Chinatown. Mais a-t-il une chance de faire des affaires là-bas? Zéro Chinois ne viendra te soutenir. Nous connaissons tous les faits. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas agir comme les autres? L'unité de but. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler que nous faisons partie de la stratégie de quelqu'un d'autre. Une stratégie conçue pour s'assurer que l'Afrique et ses enfants soient à jamais défaits et dominés. Soyons la génération qui mettra fin à ce fléau. Faisons l'engagement que nous serons la génération qui mettra un terme à cela. Nous serons la génération qui enseignera à nos enfants que nous avons été trompés. Mais nous n'accepterons plus ces mensonges. Disons uniquement la vérité à nos enfants. Nous leur devons cela. Apprenons-leur notre histoire. Nous avons ce qu'il faut. Nous pouvons y arriver. Tout cela fonctionnera si nous parvenons à guérir de l'héritage de l'esclavage et de la colonisation. Une fois que nos esprits seront ouverts, une fois que nous comprendrons notre histoire et le chemin que nous avons parcouru, le reste sera facile. Nous pouvons le faire. Les Africains magnifiques, intelligents, sophistiqués, résilients et totalement indestructibles, nous pouvons le faire. Sans aucun doute. Nous avons ce qu'il faut et nous le devons à nos enfants, petits-enfants et aux générations à venir. Otep, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.